Je suis fier de toi, Jean-Pierre, et je veux que le monde sache que le gars extraordinaire que tu es. Je te remercie. Jean-Pierre Tachereau, bienvenue à Parcours de vie 2 avec toi. Bonjour, Joanne. Maîtrise en relations internationales versus Croix-Rouge canadienne. C'est tout un défi et tout un parcours très atypique. Est-ce que tu veux nous raconter cette expérience? Ben, mon engagement avec la Croix-Rouge a commencé en 91 quand il y a eu la débâcle à Sainte-Marie, puis que la Croix-Rouge canadienne est venue monter un centre d'hébergement à Polyvalente. Puis là, j'ai vu ce que la Croix-Rouge faisait au Canada puis à l'étranger, puis là, je l'ai su. Tu sais, il y a un moment avant puis après, là, cette fin de semaine-là, puis sans savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire, je sentais, c'était un appel où je sentais que je voulais faire de l'international, je voulais faire quelque chose qui était altruiste, qui allait avoir un impact positif sur la vie des gens. Puis il y avait un fort appel à l'aventure. Ben, ma mère disait que tout petit, peut-être quand j'avais 8 ou 9 ans, je sais pas, là, je sais même pas si je l'ai encore le dessin, mais que j'avais fait un dessin de moi dans un bunker avec des avions qui bombardaient autour, puis j'avais dit que c'était moi qui étais là. Donc, après ça, on en tire les conclusions qu'on veut, là. Mais ce que je suis capable de me souvenir, là, rationnellement, c'est ça. Ça a commencé en 91, puis quelques années plus tard aussi, je parlais avec la fille d'un ami de ma mère qui était délégué pour le Comité international de la Croix-Rouge, puis j'étais au cégep à ce moment-là, puis elle disait, ça t'intéresserait-tu? Puis quand elle me racontait c'était quoi être délégué pour la Croix-Rouge, je disais, là, ça s'est comme focusé. Tu sais, c'est devenu, ah, voilà, c'est ça que je veux faire. Parce que dans les années 90, le secteur d'activité internationale, c'était le commerce, la diplomatie ou le développement international. Puis ça ressemblait un peu, mais c'était pas tout à fait ce qui me faisait vibrer. Parce que moi, j'ai toujours été plutôt dans toujours. Quand j'étais plus jeune, là, je l'ai changé, mais la première moitié de ma vie, tu sais, c'était dans l'urgence, les résultats visibles, le kick de l'adrénaline. Puis donc, travailler dans des conflits armés ou après des catastrophes naturelles, pour moi, ça cochait toutes les boîtes là, de ce que je cherchais, tu sais. Un sentiment d'altruisme, un engagement social, aider les autres, l'aventure, l'inconnu, l'international, voyager. Ce qui est surprenant, Jean-Pierre, c'est que tu as choisi la voie la plus incroyable, alors que tu aurais pu être diplomate, droit international, vivre très aisément dans tes bureaux avec plusieurs secrétaires. Ce que tu viens de décrire, là, pour moi, ça n'avait absolument aucun attrait. C'était pas ça que. Puis j'ai jamais senti que je voulais représenter comme le Canada ou un gouvernement. J'ai toujours, un peu à l'image de ma mère, tu sais, j'ai toujours été assez rebelle. Puis j'ai jamais voulu taire mon opinion pour Mhm. mettre en œuvre les idées de quelqu'un d'autre, surtout si j'étais pas d'accord, tu sais. Et pour moi, le principe de neutralité de la Croix-Rouge, le principe humanitaire, les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge, ça a toujours été très, très aligné envers mes valeurs. Et c'était vraiment naturel d'aller graviter vers ça. C'est quoi les 7 principes, Jean-Pierre? Ben, je vais te parler des 3 premiers, c'est humanité, impartialité, neutralité, indépendance. Il y a volontariat, unité, puis universalité, les 7, là. Mais c'est l'idée que c'est le principe d'humanité qui dicte tout ce qu'on fait. Donc, c'est des considérations pour aider les gens à la hauteur de leurs besoins. Neutralité, c'est justement d'être détaché d'objectifs politiques et de ne pas prendre parti. Et puis de l'indépendance. Fait que c'était aligné avec beaucoup avec mes propres valeurs. Tu sais, cette idée d'avoir de la liberté d'expression, de l'autonomie, mais de représenter une cause qui était plus grande que moi. Magnifique. Et, tu as travaillé dans plus de 40 pays et à travers au début, c'était plus des guerres, des catastrophes naturelles par la suite, tsunamis, tremblements de terre. Au début de tout, ta première mission,
Bon, on pourrait dire que ma première mission internationale, c'était à Porto Rico en 1995, après... non, excuse-moi, c'était en Louisiane en 95, aux États-Unis. Fait que ça reste international. C'était après un ouragan là, qu'il y avait eu à la Nouvelle-Orléans. Après, j'ai été à Porto Rico. Et puis, après ça, je suis allé au Guatemala, au Nicaragua, Mais après l'ouragan Mitch. Et puis, tu n'as connu que ça, non, des horreurs de guerre, des horreurs de tremblements de terre, mais comment on fait pour rester sain d'esprit? j'ai pas connu que ça, mais c'est de ça dont c'est là-dessus qu'on me pose des questions. On me pose rarement des questions sur tout le plaisir que j'ai eu, les amitiés que je me suis faites, des amitiés solides, hein, tu sais, puis qui durent à travers le temps. Ensuite, toutes les aventures que j'ai eues, certaines reliées à la guerre puis aux catastrophes naturelles. Mais je veux dire, pour moi, c'est un privilège d'avoir eu la vie que j'ai eue, puis d'avoir les souvenirs que j'ai, tu sais, je n'ai que de la reconnaissance. Je me suis fait peur c'est sûr, je me suis fait peur à quelques reprises. J'ai fait peur à ma mère aussi, puis à d'autres, mais je m'en suis toujours bien sorti. Puis voilà, j'ai été épargné quand même. J'ai été chanceux Mhm. dans mon parcours. J'ai jamais été témoin d'atrocités comme le général Dallaire ou des choses comme ça là, qui ont fait des blessures psychologiques permanente, là, tu sais. Puis encore une fois, c'est pas parce que je suis plus beau ou plus fin que les autres, là, c'est juste que j'étais pas au mauvais endroit au mauvais moment. Mais as-tu l'impression, est-ce que tu es conscient, Jean-Pierre Tachereau, de la fierté que tu représentes pour nous qui te connaissons au Québec ici? Est-ce que tu es conscient Ah, de cette espèce d'admiration sans borne qu'on a pour toi? bah, sans borne. Faut pas, je suis plus que ma biographie, hein, fait que il y a bien des affaires que, tu sais, voilà. Écoute, je vais prendre le compliment, Joanne, je te remercie, mais tu sais, faut pas non plus monter ça trop, là. Dans ces amitiés que tu as connues, bon, comment premièrement tu te comportais? Parce que toi, tu arrivais en leader finalement, tu arrivais en quelqu'un qui euh, faisait exécuter les choses parce que il s'apprenait un responsable. Comment tu vivais cette espèce de lien de un petit peu de commandement à travers les personnes qui étaient avec toi pour t'aider? Ben, j'ai pas commencé dans des postes de leadership, hein. Fait que puis, tu sais, j'ai fait comment je te dirais? J'ai fait un parcours, puis, tu sais, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, puis j'ai appris de gens qui étaient plus expérimentés que moi, j'ai eu des mentors, des guides et tout. Après, comment tu fais? Ben, fait que, je te dirais, tu sais, on pourrait dire que j'ai pris des postes de leadership dans des moments critiques, peut-être en 2007-2008, là, quand j'ai commencé à être plutôt chef d'équipe sur le terrain. Puis là, c'est là où j'arrivais comme ce que tu décris. Tu sais, j'arrive, puis c'est moi qui prends la charge des opérations, mais ben, c'est peut-être là aussi, faut, faut absolument faire ça avec une dose d'humilité. Tu sais, humanité et humilité, parce que on a beau arriver puis représenter le rôle international ou avoir des budgets que les gens de la place n'ont pas, on connaît rien. Tu sais, on connaît pas le contexte, on connaît pas les antécédents. Et puis, c'est pas nos collaborateurs. Nous, après, quand on part, que ce soit après 3 mois, 6 mois, un an, les collaborateurs avec qui on travaille, c'est eux qui continuent à vivre là. Tu sais, fait que l'impact qu'on a dure beaucoup plus longtemps que notre séjour. Et puis c'est important de réaliser ça parce que c'est l'espèce de mentalité, là, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la façon dont le travail se fait, mais il y avait beaucoup une espèce d'arrogance là, des Occidentaux. Ben, on a de l'argent, on a des camions, on a des avions, on va vous dire quoi faire, tu sais, puis on va vous dire de quoi vous avez besoin. Puis ça résiste très mal là, à l'examen, tu sais. Fait que le fait d'arriver puis d'être humble, moi j'ai toujours été très curieux, je suis toujours avec une volonté d'apprendre, puis de connaître, puis de découvrir, puis de poser des questions. C'est probablement ça qui m'a aidé là, à établir des amitiés puis des liens qui, justement, qui permettaient, après que la job se fasse, là, la Est-ce que, confiance, hein. est-ce que tu conserves encore ce lien aujourd'hui de Oh oui, plusieurs oh oui. pays? Ah oui? Surtout,
Quand j'y repense, surtout la Colombie, vraiment le pays là où j'ai eu l'attachement le plus fort, c'était avec la Colombie, puis j'ai encore des liens avec des Colombiens. J'ai passé quand même 2 ans et demi en Indonésie aussi, mais ça, c'est plus loin, c'est plus distant. Je suis jamais retourné alors que je suis retourné en Colombie après. Euh, ouais. As-tu développé des amours dont tu ne voulais plus te séparer, des amours humains vrais, là, des vrais amours, de l'amour pur? Ben, c'est des amitiés qui durent encore. Là, j'étais chez des amis colombiens la semaine passée que j'ai connus quand j'étais en Colombie là-bas, puis que, à cause des circonstances de vie, puis du conflit armé là-bas, maintenant ils sont à Trois-Rivières, puis je suis arrêté de coucher chez eux en passant, puis Hmm. pour jaser, puis c'est encore c'est de l'amitié qui dure encore aujourd'hui, puis c'est une amitié qui a eu des ramifications qui se sont liées d'amitié avec ma mère, avec d'autres amis de Sainte-Marie, Léandre Blais, Gertrude, tu sais, puis tout ça. Euh, ouais, ça fait partie de mon ADN. Hmm. Mm. T'as tellement l'air fin, mon ange. On commence par quoi, Jean-Pierre, quand il y a un tsunami qui a ravagé tout sur son passage? Quand tu arrivais, comment tu commençais le projet de sauver ces gens-là? Ben, les premiers, c'est les blessés. La première chose, donc les premières choses qu'on amène, c'est les soins médicaux d'urgence. Ensuite, c'est l'eau. C'est rétablir l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées. Tu sais, les déchets, parce que c'est là qu'après, on peut avoir des vagues secondaires là, de décès à cause des maladies infectieuses. Ensuite, c'est les abris, puis ensuite, c'est la nourriture. Et ensuite, trouver des personnes pour vous aider. Non, mais ça sont là avant qu'on arrive. Je veux dire, les premiers, regarde les inondations qu'il y a en Beauce, là. Ouais. Avant que la sécurité publique arrive, avant même que la Croix-Rouge arrive de Québec, c'est le voisin qui sort et qui t'aide. Tu sais, la dernière fois que j'étais allé en Beauce après une inondation, je voyais les gens, tu sais, c'est ça, ils aidaient leurs voisins, puis leurs cousins, puis ça vidait la cave. Ça commence là. Puis il y a un des concepts qui a beaucoup changé, la façon dont on conçoit l'aide humanitaire, c'est qu'au lieu d'être une approche de déficit, on regarde tout ce qui manque, puis on l'approche, on complémente ça. C'est une approche de complémentarité. Donc, c'est quoi qu'il y a sur place qu'on peut appuyer puis renforcer. Puis quand tu changes cette mentalité-là, ça change bien des choses, tu sais, parce que on veut pas la pire affaire qu'on peut faire, c'est se substituer aux ressources locales. On veut pas les miner, ce qu'on veut, c'est les renforcer pour qu'ils soient plus fortes quand on part que quand on est arrivé. Puis ça, c'est des décennies d'erreurs et d'erreurs là, de jugement, d'erreurs graves de tout le système humanitaire là, au complet qui a fini par provoquer une remise en question de tout le système. Là. Et comment tu réagissais, exemple, face à une personne en crise, en désespoir, tu as dû en côtoyer dans tout ton parcours. Quelle attitude tu pouvais leur apporter pour que ça arrête malgré l'horreur de la situation, exemple? Ben, c'est de l'empathie, de la compassion, puis le plus tôt on peut associer ces gens-là à la reconstruction, puis qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Euh, Tu me fais penser, justement, il y avait une jeune fille et son frère au Pérou qui étaient les deux un peu en choc, puis tout ça. Puis moi, je leur ai dit, aidez-nous donc à charger des boîtes, tu sais, puis à mettre les choses. Puis là, hein, t'as besoin de mon aide? Ben oui, regarde, il y en a qui ont encore. Toi, t'as eu peur, mais il y en a qui sont blessés, qui ont encore plus d'aide que toi. Toi, t'es capable de travailler, t'es capable de nous aider, viens nous aider. Puis ces deux jeunes-là sont devenus des volontaires, puis tu sais, après, puis ils étaient tellement fiers. C'est devenu des survivants. Tu sais, l'idée, c'était pas de les voir comme étant des victimes, c'était de les voir comme étant des survivants. Puis quand je suis parti, la mère est venue nous voir, puis elle m'a donné un gros col, puis elle dit, ah, tu sais, tout ce que tu as fait pour mes enfants. Mais je dis, ils ont fait bien plus pour nous autres que moi. Je leur ai juste dit, venez nous aider. Tu sais, puis c'était de voir ça, je pense. C'est comme si tu les avais complètement retournés Ouais, oui. à 100%. Ben, c'est ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Tu sais, on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive. Hein. Le contrôle qu'on a, c'est comment on y fait face. On décide, ben là, moi, je suis un survivant, puis je vais aider les gens, puis je vois qu'il y a des gens qui sont encore plus mal pris que moi, je vais me relever les manches, puis je vais y aller. Ben, c'est ça. As-tu l'impression que tu as un regard
ben, je dirais pas froid, mais tellement habitué et compétent dans ce que tu as déjà fait dans ta vie que lorsque tu vois une personne en détresse, ton premier réflexe n'est pas de la plaindre. Ah, c'est de la compassion, c'est pas de la plainte, puis c'est surtout pas de la pitié. Je suis Non. devenu assez allergique à la pitié. Parce que je pense qu'on a, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense qu'on a tout notre point de rupture, hein. Il y a personne qui est invincible. Euh, Puis on en voit de plus en plus avec le phénomène de l'itinérance puis les sans-abri. Tu sais, il y a on n'est jamais. Il y a TikTok qui dit qu'on n'est jamais plus de deux ou trois coups durs de la pauvreté. Tu sais, puis il suffit d'un enchaînement de circonstances. Fait que, ouais. Fait que dans ce temps-là, ben c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est de faire preuve d'empathie puis de compassion. Mais tu m'allumes une idée, Jean-Pierre. Comment tu les entrevois, toi, les itinérants, que tu vois que les personnes étaient des personnes de grande qualité sociale, entre parenthèses, je parle toujours psychosocialement, là, mais que tu t'aperçois, bon, regarde ce que cette personne est devenue. Qu'est-ce que ça t'allume en toi, ça? Ben moi, ce qui me heurte, ce qui me choque là-dedans, c'est que on est dans une société où on a objectivement les ressources pour prendre soin de notre monde, mais c'est la distribution, c'est la répartition des ressources qui fait pas ça. Tu sais, on n'est pas en Ouganda, là. Tu sais, c'est pas, on a les moyens, on aurait les moyens de prendre soin de tout le monde si on mettait les priorités aux bonnes places collectivement, puis on le fait pas. Tu sais, on fait d'autres choses, on fait d'autres choix. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'inévitable. Avec la richesse qu'on a comme société, surtout quand je compare le reste des pays où j'ai travaillé, c'est des choix politiques qu'on fait, ne serait-ce que parce qu'on ne fait pas de choix. Pas faire de choix, c'est faire un choix aussi, tu sais. Fait que là, je vais me faire, puis quitte à ce qu'on me qualifie de socialiste, là, mais c'est ça. Là, je pense que c'est un problème de redistribution de la richesse puis des ressources qu'on a. Est-ce que tu as déjà, Jean-Pierre, douté de ton choix de carrière à un moment donné parce que tu as fait ça pendant 15 ans, la Croix-Rouge à temps plein, Ouais, plus 20 ans. Ah, à chaque mission. à chaque mission? Ben oui. Ah. À chaque mission, il y a un moment donné où je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, pourquoi que je me mets dans des situations-là, loin de ma famille, loin de mes amis, pour me faire, tu sais. Ouais, ouais, puis peut-être, probablement à chaque mission. Tu sais, je peux pas le dire à 100%, mais en tout cas, dans la vaste majorité des missions, il y a un moment donné où je me remets en question, tu sais. Puis tu passes à travers. Mais maintenant que tu fais du coaching en développement de leadership pour la Croix-Rouge, sur quel point tu mets le plus d'emphase, exemple, sur comment renforcer les personnes qui vont s'expatrier pour aller aider? Comment tu les prépares à ça? De se connaître soi-même. Parce qu'il y en a peut-être qui sont déjà revenus en courant aussi, hein? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que il y a un attrait hein, à fuir ses problèmes, c'est pour aller chercher des choses ailleurs, mais c'est encore une fois, nos problèmes, on les amène avec nous autres. C'est pas une question de géographie. Fait que pour le leadership, mais que ce soit dans l'humanitaire ou ailleurs, je pense que le principe s'applique. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se comprendre, de chercher à se comprendre, puis de se questionner. Y a-t-il des choses, Jean-Pierre, que tu regrettes ou que tu as vécu un dilemme moral, exemple, lors d'une mission où tu as peut-être perçu les limites à l'aide humanitaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est Oh, resté dans tes souvenirs? oh ben beaucoup, souvent. De l'extérieur, l'humanitaire, ça a l'air très blanc et noir. Tu sais, tu peux pas te tromper en voulant aider des gens, en distribuant de la nourriture, des soins médicaux, mais t'es toujours dans le gris. T'es toujours dans des teintes de gris. Puis, si tu te poses pas ces questions-là, c'est là que ça devient dangereux. Parce que tu peux faire beaucoup de mal, beaucoup de tort avec des bonnes intentions. Par exemple, concrètement, tu sais, il y a bien des contextes, surtout dans des contextes de conflits armés où
l'aide humanitaire, ça fait partie, c'est une des variables qui est prise en considération par les partis au conflit pour être instrumentalisée, récupérée pour leurs fins politiques, tu sais, qui est vraiment un détournement de l'intention originale. Puis si tu rentres pas là-dedans lucide, tu peux te faire enfiroiper, puis manipuler, puis finalement, c'est ça, rendre les choses pires. Est-ce que tu as déjà dû défendre ta position, justement, d'aide humanitaire? Ah, ben ça, c'est un travail au quotidien. Hein. Et lorsque tu formes des personnes, sur quoi je dirais, est-ce que tu les prépares à tout ce qui peut leur arriver? Puis maintenant, j'ai fait de la formation en leadership où je donnais des cours où on touchait à ça. Mais maintenant, le coaching, maintenant, c'est une approche différente parce que à un moment donné, je réalisais que quand je donnais des cours de leadership, tu sais, je parlais beaucoup aux gens de ce que moi je ferais ou ce que j'avais fait dans ces circonstances-là. Et l'approche du coaching, c'est de prendre un pas de recul pour dire, là, c'est pas moi qui va être là, c'est pas moi avec, tu sais, moi j'ai un sens de l'humour, je fais beaucoup des jokes pour désamorcer les situations tendues, mais c'est moi qui le fais à ma façon, à ma saveur. Mais les gens que je coach maintenant, ils ont une autre approche, ils ont un autre style, ils ont un autre bagage. Donc, moi, c'est plutôt de les aider à se mettre en contact avec leurs forces, voir sont où leurs angles morts, et de définir leur propre stratégie. Donc, c'est pas de faire des mini Jean-Pierre, c'est de faire des meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le coaching. Mais est-ce que dans tes cours, as-tu une partie du cours terrain pour voir leur réaction? Mais, puis maintenant, Oh non? ça fait des années que j'ai arrêté ça. Ouais, ouais. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté. Ouais. Pourquoi? Parce que je préfère le coaching. Puis ce que je fais comme coach, ça s'applique autant au leadership sur le terrain que dans des bureaux, que dans des. C'est du leadership, tu sais. Puis Ouais. je peux avoir des clients dans le secteur privé, dans le secteur de la construction, dans le secteur académique. Le leadership, c'est le rapport avec les autres, indépendamment du contexte. Fait qu'il y a une saveur qui change un peu, mais donc ça me. Puis je te dirais, maintenant que j'en parle à voix haute, Joanne, tu sais, je bats, c'est pas que j'ai renoncé à ce que je faisais avant, je bâtis sur ce que j'ai fait pour me diversifier puis continuer à apprendre aussi, tu sais. Parce que quand j'écoute là, un groupe de directeurs d'une compagnie de construction qui me parlent de leurs enjeux, tu sais, les enjeux, ça ressemble, mais moi j'apprends, là, tu sais, c'est ça qui garde ça intéressant. Est-ce que moi j'arrive devant toi, je dis Jean-Pierre, je veux faire de l'aide humanitaire. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire avant de commencer? Ben, je te dirais, sache pourquoi tu veux le faire, parce que l'aide humanitaire, t'es pas obligé d'aller dans un autre pays pour le faire. Hein. Justement, on parle des situations d'itinérance. Il y a en masse de besoins et d'opportunités pour aider les gens ici. Il y a plein de Oui, travail qu'on mais peut faire. oui, mais moi, l'aventure m'intéresse. J'ai Ouais, 75 ans, puis je suis en forme. Tu sais, quelqu'un qui ouais, ouais. t'arrive qui n'a pas rapport. Mais compte-toi pas de blague. Tu sais, c'est ça que je dirais. C'est parce que tu sais, on parle un peu souvent, pas avec une notation positive, mais du tourisme humanitaire. Tu sais. C'est d'abord du tourisme Mhm. qui se déguise d'humanitaire. Tu sais, quand on va aller faire. Fait il y a un espace pour ça, mais pour moi, puis là, je suis un peu raide là-dessus, tu sais, mais appelons un chat, puis reconnaissons-le pour ce qui est. C'est d'abord le risque d'aventure. C'est ça, c'est correct. Puis de l'aventure avec un engagement social, parfait. Mais de se penser Mère Teresa parce qu'on veut aller faire. Moi, j'ai toutes sortes de problèmes avec ça, là. Écoute, là, je vais remettre un bref instant comme si j'avais une casquette là, de directeur d'opération. Là, tu sais, moi, la première question, c'est pourquoi je t'engagerais toi plutôt que les 50 personnes qui viennent de perdre leur travail, qui parlent la langue, qui ont des familles à nourrir, que j'ai pas besoin de payer des assurances, des billets d'avion, des vaccinés, puis que l'argent, il va aller directement de la communauté. Fait que pour le prix de une personne que j'amène du Canada,
je peux donner du travail à 15 personnes pendant 3 mois. Donc, convainc-moi. Merci Jean-Pierre, c'est parfait. C'est une réponse parfaite et très compréhensible parce que justement, il y en a beaucoup en t'écoutant qui vont dire ah oui, je rêve de faire ça moi aussi, mais comme tu viens Oh. d'expliquer, c'est pas pour tout le monde. Jean-Pierre Tachereau, as-tu un mot de la fin pour nous dire combien tu es un homme comblé en ce moment dans ta vie? Ah ben je pourrais pas mieux dire que ça. Je suis un homme comblé. Je suis très reconnaissant je suis très reconnaissant de la carrière que j'ai eue. Je le vois comme un privilège. Et ça ne me manque pas du tout. Je suis vraiment dans un autre chapitre maintenant où ma priorité, c'est d'être près de ma famille, d'être là pour mes enfants, d'élever deux bonnes personnes, deux bons citoyens, passer ces valeurs-là, puis dans le monde qui va leur appartenir, qui est très différent, puis qui va être différent de celui dans lequel j'ai évolué, hein. Je suis coach en développement du leadership, donc ben, je le fais, je suis à l'emploi de la Croix-Rouge, encore à temps partiel, puis je le fais à mon compte aussi. Donc, c'est des gens qui sont dans des postes de leadership, que ce soit au niveau communautaire, corporatif, gouvernement, dans le secteur privé ou dans le secteur public, là, c'est des cadres, et puis qui tournent un peu, qui sentent qui sont coincés, là, qui sont un peu dans une ornière ou qui se heurtent à des problèmes. Et puis, ben, je travaille avec eux, généralement, c'est quelque chose comme genre sur 6 ou 8 sessions. Puis on se donne des objectifs, puis je fais un suivi, je crée de l'imputabilité, je leur donne des outils, je les amène à penser, à appréhender leurs défis différemment. Puis, ben voilà. J'ai encore eu des appels aujourd'hui où je faisais le suivi de choses qu'on avait discutées avant, puis c'est clair que ça fait une différence. Les gens changent leur façon de réagir aux choses. Donc, quand on change comment on voit le monde, c'est pas le monde qui change, c'est nous le rapport qu'on établit au monde, puis ça change tout. Cher Jean-Pierre Tachereau, un modèle à suivre, que tu le veuilles ou non. Tu es admirable, tu es un homme plein de sagesse et ta mère pouvait tellement être fière de toi. Merci beaucoup de ta participation, c'est un bonheur. Merci Merci, Jean-Pierre. Laura. Merci.